Bonjour à toutes. Ah, oui, on vient de me parler là, c'est la machine qui m'a parlé. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc oui, moi je suis responsable éditorial chez Gallimard Bande Dessinée et Gallimard Bande Dessinée qui existe depuis maintenant 20 ans et qui essaye de publier des bandes dessinées d'auteurs, c'est-à-dire d'auteurs, d'autrices à la voix singulière et qui ont un univers à partager et à la fois pour les adultes, les ados et les plus jeunes. Donc ça, c'est suivant les titres, on s'adresse à un public très varié. Et donc là, je vais vous parler de quelques titres en particulier avec un axe et je vais partager un fichier pour que vous puissiez voir des images. Je pense que ce sera plus intéressant. Euh, voilà, c'est là. Chloé, Camille, pardon, ça fonctionne? Oui, c'est tout bon de mon côté. Très bien. Alors, le titre en particulier dont je voulais vous parler aujourd'hui s'appelle Le piano de Leipzig de l'auteur Tian. C'est un livre très récent, il est paru au mois de septembre là. Et, euh, et pour vous parler de ce livre, je vais d'abord vous parler de son auteur, Tian, euh, qui a préalablement publié chez nous une trilogie qui s'appelle L'année du lièvre. Et L'année du lièvre qu'il a écrit en 10 ans à peu près et qui raconte l'histoire de sa famille et l'histoire de sa famille au Cambodge au moment de l'arrivée des Khmers rouges au pouvoir en 1975. Et sa famille, comme tant d'autres, est prise de court par l'arrivée au pouvoir de ce groupe. Et va tenter de survivre tant bien que mal, fuir, essayer de trouver une zone libre, se retrouver dans des camps et finalement réussir au bout de cette épopée et en perdant plusieurs membres de leur famille ou amis, réussir à quitter le camp Cambodge et ils sont venus s'installer en France. Et Tian, lui, est né pendant justement cette période, cette fuite de sa famille. Et donc c'est un récit qui raconte vraiment à hauteur d'homme, avec vraiment ce que vivent au quotidien les gens de sa famille qu'il a pu évidemment interroger. Donc c'était une histoire qui lui venait vraiment des tripes. Et il a mis un petit peu de temps à refaire une bande dessinée parce il a tenté de faire de la fiction, inventer des histoires, mais en fait, rien ne le prenait autant que ce qu'il venait de raconter. Et jusqu'à ce qu'il prenne connaissance de l'histoire d'une de ses tantes et c'est cette histoire-là qu'il raconte dans le piano de Leipzig, une tante née au Cambodge et qui, en 1965, est partie vivre à Leipzig, en Allemagne de l'Est, en RDA, pour faire des études de musique, des études de piano. Elle est partie seule. Elle est partie aussi parce qu'il y avait un contexte un petit peu compliqué chez elle de violence paternelle. Et, euh, et Dany, puisque c'est son prénom, arrive en RDA et dans un foyer avec d'autres étudiants étrangers. Et on suit son parcours. Et c'est un parcours assez admirable parce que c'est vraiment le portrait d'une femme combative et indépendante, un peu prête à tout pour accomplir son rêve et devenir musicienne. Euh, elle arrive en RDA. Alors, elle, euh, elle le vit relativement bien parce qu'elle est entourée de tout un tas d'autres étudiants. Et il se trouve qu'à l'époque, la RDA avait des liens privilégiés avec le Cambodge et puis faisait grand cas d'accueillir des étudiants étrangers pour aussi que ces étudiants, une fois rentrés chez eux, puissent donner une bonne image du régime. Mais elle a un destin particulier parce qu'elle s'est fiancée avant de partir avec un Cambodgien qui, lui, est parti vivre aux États-Unis pour apprendre la musique aussi. Cette Dani va retourner. Elle a du mal à retourner au Cambodge parce que déjà elle est prise par ses études, mais elle va devoir y retourner parce que sa mère est mourante, revoir une fois son fiancé et revenir ensuite à RDA. Et elle est petit à petit prise par sa vie en RDA. Et à l'arrivée des Khmers rouges
au pouvoir en 1975, les Khmers rouges vont demander à tout un tas d'expatriés de revenir au pays, et notamment tous ceux qui étaient plutôt des intellectuels. Mais la plupart, c'était soit pour les envoyer dans des camps, soit carrément pour les assassiner, puisque c'était une révolution qu'on voulait être agraire et puis on privilégiait le travail manuel et évidemment on éradiquait les intellectuels pour éviter toutes sortes de révoltes. Et Dany ne va pas retourner au Cambodge, mais pas du tout pour des préoccupations politiques, mais tout simplement parce qu'elle a voulu faire l'acquisition d'un piano et qu'elle elle peut pas partir sans son piano. Et en fait, ce choix-là lié à son piano va lui sauver la vie. Et ce qu'on peut voir dans la bande dessinée et qui est intéressant, c'est que Dany, là, elle discute avec tout un tas d'autres étudiants étrangers, alors des Cambodgiens, pas mal, mais aussi des Indiens et autres. Et ils n'ont absolument, évidemment, aucune idée de ce qui se passe réellement au Cambodge. Donc, ils entendent des choses, ils entendent euh, plutôt des interventions des États-Unis aussi, et des choses comme ça. Mais eux, ils ont évidemment la vision de la RDA, de ce qui se passe. Et aucunement la vision que nous, on pourrait avoir aujourd'hui de ce qui s'y passait. Et, euh, et, euh, et cette femme a aussi, il y a dans cette histoire, il y a quelque chose de très romanesque parce que la fois où elle est retournée au Cambodge, elle a revu son fiancé et il se trouve qu'elle est revenue enceinte et elle a commencé à élever son enfant seule. Et à un moment, elle s'est dit, mais c'est pas possible, il faut que je retrouve ce fiancé, que mon enfant ait un père. Sauf que les deux ayant chacun vécu d'un côté du rideau de fer et du bloc, l'un dans le bloc ouest, l'autre dans le bloc est, ont chacun grandi dans une certaine idéologie et finalement ils vont jamais réussir à se retrouver. Euh, Dans ce livre, on est vraiment dans un destin particulier d'une femme qui fait des choix et qui finalement a grandi et est devenue femme et mère seule, loin de son pays d'origine. Et on a, comme je le disais, en même temps un destin romanesque. Et tout ce qui est tout ce qui est élément historique, on le perçoit à la fois dans le dessin et pour pas être trop didactique dans l'histoire, en fait, à chaque chapitre, l'auteur a fait une page un petit peu d'éclairage sur ce qui pouvait se passer à l'époque. Donc là, j'en ai mis deux côte à côte, mais elles sont à chaque fois en entrée de chapitre. Donc, par exemple, voilà, ce qui se passe au Cambodge à l'arrivée des Khmers rouges, expliquer ce que c'est que la guerre froide et comment de chaque côté on use de la propagande. Et parce que dans le récit, les personnages se posent des questions, mais en fait manque vraiment beaucoup d'éléments pour avoir du recul, comme on peut en avoir quand on est au milieu d'événements historiques aussi. Et, euh, et donc ça permet de mettre en relief ce que vivent les personnages. Et ce qui fait que c'est un ouvrage qui est vraiment lisible par tous dès le collège. Et encore une fois, on est à la fois pris par un destin particulier et, euh, par l'histoire en général. Et l'auteur, évidemment, a interrogé sa tante. Il part vraiment de ses souvenirs, de ses mémoires pour construire son récit. Donc ça, piano de Leipzig de Tian, c'est une façon de parler d'histoire dans une bande dessinée et de mêler la petite histoire à la grande histoire. Et nous, d'une manière générale, on a tendance à penser que on arrive à véhiculer plus de choses, plus d'émotions quand on passe par des personnages et par des histoires qu'en étant dans quelque chose de purement historique et documentaire. Et, euh, Moi, je peux vous parler de quelques exemples d'autres livres euh, qui peuvent user de ce principe, notamment le livre Kinderland de Maville, c'est un auteur allemand, et qui raconte son enfance à Berlin-Est. Et là, on est dans une enfance, j'allais dire, toute classique, avec les questions qu'on peut avoir enfant et adolescent. Lui,
passionné de ping-pong comme le sont pas mal de collégiens, je crois, dans les cours de récréation. Mais il entend de temps en temps des choses bizarres chez les adultes, de gens qui disparaissent. Bon, on perçoit comme ça en arrière-plan des conversations. Et tout le récit va être tendu vers un final qui est l'ouverture du mur en 1989 et qui va beaucoup contrarier le personnage principal puisque ça va l'empêcher d'aller à la finale du tournoi de ping-pong. Donc là, c'est vraiment, encore une fois, comment la petite histoire rencontre la grande et comment on peut rentrer du coup beaucoup plus en empathie avec les personnages et ce qu'ils ont pu vivre à une certaine époque qu'en ayant un regard vraiment beaucoup plus extérieur. Dans, dans un genre très différent, euh, on a des auteurs qui vont s'impliquer plus, j'allais dire plus personnellement, puisque là, dans les deux cas, euh, j'allais dire l'auteur n'est pas présent dans le livre. Nora Krug, qui est allemande et qui vit aux États-Unis depuis 20-25 ans, qui doit avoir 45 ans à peu près, vivant aux États-Unis, a l'impression que quoi qu'elle fasse, de toute façon, on la ramenait en tant qu'Allemande, on la liait à la Seconde Guerre mondiale et à la montée du nazisme. Et donc, partant de ce constat, elle s'est dit qu'elle allait enquêter sur ce qu'avaient vécu ses grands-parents et ce qu'ils avaient fait. Est-ce qu'ils avaient été sympathisants du régime? Est-ce que, au contraire, résistants? Et en gros, derrière cette enquête, comment pouvait se comporter tout un chacun à ce moment-là en Allemagne. Et donc c'est une enquête absolument passionnante qu'elle fait et elle use de techniques très différentes, à la fois de techniques de bande dessinée comme vous pouvez le voir à l'écran, où là elle met en scène les personnages, soit elle avec ses parents, soit ce que les personnages pouvaient vivre à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, soit des montages photos avec ses propres commentaires liés à son enquête, des photos historiques et des photos de sa famille, elle a retrouvé la trace d'un grand-oncle mort pendant la guerre en tant que soldat, et puis elle s'est aperçue qu'il y a un grand-père qui finalement avait adhéré au parti nazi, mais elle voulait savoir s'il était vraiment sympathisant ou si c'était comme l'avaient fait tout un tas d'autres personnes, mais pourquoi il s'est pas posé plus de questions. Donc ça renvoie à beaucoup de choses, et tous les outils graphiques qu'elle utilise permettent à chaque fois d'être soit complètement excusez-moi, dans l'époque euh, autour des années 30 et 40, ou avec l'autrice, avec du recul et se poser les questions sur quels ont été les choix des personnages à ce moment-là. Donc c'est à la fois une enquête et un récit vraiment bouleversant et qui, de l'intime, finit par toucher à une certaine universalité. Ça s'appelle Heimat de Nora Krug. Et dans une veine également reportage où les auteurs peuvent s'impliquer directement dans leur livre, et dans le récit, se mettre en scène. Il y a le travail de Baudouin, ici avec Vincent Gelot. Baudouin qui est un grand maître de la bande dessinée, qui a fait énormément de livres et qui travaille beaucoup sur l'humain. Et là, dans ce livre qui s'appelle Syrie et qui est paru cette année, il est allé à la rencontre avant la chute, vraiment juste avant la chute de Bachar el-Assad, qu'on ne pouvait pas prévoir, à la rencontre des populations, particulièrement des populations chrétiennes de Syrie qui sont vraiment réduites à une vraiment toute petite minorité. Et en rencontrant ces populations, évidemment, il rencontre toutes les autres de toutes les confessions et de se rendre compte que vraiment ces gens vivent au milieu de rien, de ruines, et de constater malgré tout que au milieu de ce rien, avec vraiment peu d'espoir et peu de rêve, si ce n'est que la Syrie redevienne ce qu'elle était auparavant,
Et, c'est leurs deux rêves. En fait, Baudouin, voilà, il va rencontrer les gens, faire leur portrait et leur demander quel est leur rêve. Et la plupart du temps, c'est que la Syrie redevienne comme avant, soit ça, soit partir et à l'étranger, parce que la vie est trop difficile. Mais malgré tout, il va percevoir la vie et l'espoir, et que ceux qui n'ont rien vont être amenés à aider ceux qui ont encore moins, et comment au milieu de tout ça, finalement, l'humanité est vraiment toujours là. Et ça donne, dans ce contexte difficile, vraiment de l'espoir en le genre humain. Et Baudouin, c'est ça, il travaille vraiment sur l'humain et sur l'humanité. Donc ça, c'est vraiment plus du récit de reportage, mais qui toujours passe par les gens. Et Baudouin avait fait un livre un peu plus historique avec le mathématicien Cédric Villani, où ils avaient dressé le portrait de quatre personnages, excusez-moi, liés à la Seconde Guerre mondiale, et notamment des scientifiques comme Léo Szilard ou Heisenberg, qui ont travaillé à la recherche atomique et qui a donné l'arme atomique. Et à la fois, il dresse un portrait de ces personnages et de ce qu'ils ont fait et de leur découverte ou de leur non-découverte. Mais surtout, il les met en scène qui s'interrogent sur le pourquoi de ces recherches et surtout sur comment peuvent être utilisées les recherches scientifiques. Un questionnement sur l'usage de la science, ce qu'on peut en faire, et comme quoi, quand on est scientifique, on peut être complètement absorbé par sa recherche et au bout d'un moment perdre le fil de la finalité de la recherche. Et, donc à la fois historique, mais encore passant par l'humain, les questionnements, et ça s'appelle Les Rêveurs lunaires. Excusez-moi. Euh, Et puisque j'abordais là quelque chose qui était un petit peu plus de l'ordre de la biographie, je voulais absolument vous parler de Culotté, mais que vous connaissez peut-être déjà, puisque c'est un très grand succès de Pénélope Bagieux, qui fait le portrait de 30 femmes à travers l'histoire et à travers le monde. Certaines, maintenant, on les connaît un petit peu, comme à droite Nelly Bly, journaliste d'investigation, ou dans le lot, alors la plus connue c'est Joséphine Baker, mais il y en a plein d'autres, Peggy Guggenheim, ou bien Annette Kellerman ici, qui sont des femmes qui, en leur temps et à leur époque, dans leur pays, ont un moment bravé les interdits, les conventions sociales. Pour faire ce qu'elles avaient envie de faire intimement. Et voilà, et comme ça, quelquefois, c'est des destins qui n'ont touché que leur entourage, mais souvent, ça a été quand même des destins qui ont apporté quelque chose à la société. Annette Kellerman à gauche, qui, elle, a inventé le maillot de bain moderne. Avant, les femmes étaient obligées de se baigner en se recouvrant pratiquement tout le corps. Donc, je disais Nelly Bly, première journaliste d'investigation femme. Et comme ça, tout un tas de trajectoires qui sont totalement inspirants euh, pour évidemment l'idée que ce soit inspirant pour toutes les jeunes femmes, mais évidemment ça s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Et on s'est rendu compte avec cet ouvrage qui était d'abord plutôt destiné aux adultes, enfin on s'était pas tellement posé la question, qu'il était vraiment lu euh, par des ados, puis par des jeunes ados, parce que c'est une façon extrêmement vivante de raconter l'histoire et des parcours singuliers et drôles, et qui fait qu'on s'y projette complètement, même dès le plus jeune âge. Et en termes d'histoire, donc on peut parler d'histoire en partant de portraits, de personnages particuliers, mais on peut avoir, pour parler de la société et de l'histoire, avoir un autre angle. Et c'est ce qu'ont fait Vincent Brunner et Karim Fria. Vincent Brunner, journaliste, Karim Fria, dessinateur, en faisant un recueil parlant de chansons rebelles, de chansons contestataires, en fait des chansons qu'on connaît tous et qui peuvent avoir été reprises
au bout d'un moment dans les manifestations. L'idée là, c'était de raconter ces chansons, c'est-à-dire raconter d'où elles venaient, pourquoi elles existaient. Et ensuite, suite à leur création, les conséquences, comment elles avaient finalement voyagé et quelquefois elles avaient échappé à leur créateur pour devenir voilà, des chansons populaires. Et, euh, et à travers l'histoire de ces chansons, c'est raconter aussi un peu l'histoire des luttes du XXe siècle et XXIe siècle. Et donc, on a là, comme exemple, par exemple, Strange Fruit chanté par Billie Holiday, qui dénonce la ségrégation raciale et particulièrement le lynchage des Noirs aux États-Unis dans au milieu du XXe siècle. Euh, Par exemple, la chanson Small Town Boy, qui elle est plus récente, date début des années 80, par le groupe Bronski Beat, qui racontait la difficulté pour un jeune homosexuel de quitter sa petite ville de camp, enfin de vivre son homosexualité dans une petite ville de campagne et de se retrouver aussi dans la ville perdue avec ces problèmes-là. Dans cette histoire, on apprend, en tout cas, moi je ne le savais pas, que en Écosse, l'homosexualité était toujours jugée illégale en 1980. Euh, et donc l'idée, c'est à la fois de parler voilà, de sujets, de lutte sociale, de problèmes sociétaux, mais qui ont toujours, toujours un écho aujourd'hui. Il y a la chanson d'Angèle Balance ton quoi qui parle des violences faites aux femmes et voilà, et qui chanson très actuelle et ouais, qui traite de problèmes malheureusement toujours actuels. On a Bella Ciao qui lui est un hymne lié à la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui a une origine un peu plus floue que ça. Donc il y a une histoire, il y a un peu comme une enquête aussi à chaque chanson, mais voilà, encore une fois, ça a l'avantage de varier les genres musicaux, les pays et les problèmes sociétaux d'aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment dans la façon de raconter, dans le ton. Ça s'adresse à tous et vraiment dès le collège sans aucun problème. Et, euh, et là, deux autres types de récits dont je voulais vous parler aussi, c'était là en prenant, j'allais dire presque celui-ci plus de distance, c'est de parler d'un fait réel, avéré, historique, un épisode euh, de notre histoire très, vraiment très précis qui concerne un homme, mais qui voilà, amène tout un tas de réflexions sur la société. Ça s'appelle La Longue Route. Ça a été écrit par un navigateur qui s'appelle Bernard Moitessier et qui a participé en 1968-1969 à la première course qui est l'ancêtre du Vendée Globe, première course à la voile autour du monde sans assistance et sans escale. Évidemment, à l'époque, c'est pas du tout comme ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout les mêmes moyens techniques. Euh, et il est vraiment seul sur son bateau. En plus, il a décidé de ne pas emporter de radio parce qu'il avait peur que ce soit trop lourd pour lui sur le bateau. Et donc, pour communiquer et donner des nouvelles à ses proches, il avait un lance-pierre. Et quand il croisait de temps en temps un cargo où il s'approchait du cargo pour, avec son lance-pierre, envoyer des messages et des photos, des films qu'il prenait avec sa caméra. Et, euh, et à travers cette épopée, on le suit pendant 300 pages sur son bateau faire le tour du monde. On est avec lui, on est avec la nature, en symbiose avec l'océan. Et lui-même, en dehors de l'exploit sportif qu'on suit, on suit les manœuvres qu'il fait évidemment les différents
climats, différentes météos qu'il affronte, et ben, il y a aussi une tempête intérieure et toute une réflexion sur le monde. Et en passe de boucler son tour du monde et probablement de gagner la course, en fait, il se dit mais que la compétition, ça ne l'intéresse pas, et que et finalement la société des hommes, euh, il la craint et qu'il est finalement aussi bien avec son bateau au milieu de la mer, avec la nature, et il décide de repartir. Il abandonne la course et décide de repartir pour un tour du monde. Et donc ça pose plein de questions philosophiques, notre rapport à la course à la croissance, notre rapport au monde, à la consommation, à la vitesse, et à l'écologie évidemment, et qui sont bien évidemment, c'est un précurseur des questions qui sont très actuelles. Et ça aussi, ça peut, je pense, toucher un public très large. C'est un livre qui est paru cette année, donc qui est très récent aussi. Et, euh, et pour parler, comme là, on se rapproche et on est un peu moins dans la grande histoire, mais plus on rejoint les problèmes de société actuels. Le dernier ouvrage que je voulais évoquer avec vous s'appelle Azur Asphalt, d'un jeune auteur qui s'appelle Sylvain Bordezoul, et où là, euh, on est, on est vraiment plus dans la grande histoire, on est au plus près du quotidien de deux personnes, de deux femmes. euh, qui vivent à Nice. L'une qui est séparée de son mari, a deux enfants et qui bosse à la cantine d'une crèche. Et l'autre qui vit en couple avec sa compagne et qui enchaîne les boulots en supermarché pour faire de la mise en rayon et qui alterne période de chômage et ces petits boulots-là. Et donc, en fait, c'est le portrait. On suit ces deux femmes pendant quelques jours et on a accès un peu à leur quotidien et à leur intimité. Et finalement, au quotidien de deux personnes j'allais dire de classe moyenne, plutôt non, en dessous de la classe moyenne, justement, mais des personnes de tous les jours qui ont un quotidien finalement très banal et pas facile, mais en même temps, l'idée là, c'est pas du tout d'être misérabiliste en montrant de femmes qui ont une vie dure et qui s'en sortent quand même. C'est vraiment plutôt de montrer un quotidien que connaissent beaucoup de gens, mais dont on parle peu. Et malgré tout ça, il y a de la beauté, il y a de la vie là-dedans, il y a de l'entraide entre ces deux femmes qui sont deux sœurs et qui sont en fait les deux sœurs de l'auteur. Et, euh, et oui, ce sont des battantes, mais en fait, on a traversé d'émotions parce qu'elles vivent et ça nous relie complètement à des questions humaines qu'on se pose tous les jours. Et, euh, et peut-être que ces témoignages-là, avec le recul, témoigneront aussi peut-être d'une époque et rentreront dans la grande histoire. Mais voilà, on a plusieurs façons de parler du réel, d'inscrire des histoires dans la grande histoire. Et les auteurs, soit en étant plus en reportage, en se mettant en scène, en interactivité avec les personnages qu'ils racontent dans leurs livres, ou alors en prenant plus de distance. Mais la bande dessinée, depuis maintenant au moins 30 ans, je dirais, euh, permet d'aborder vraiment énormément de sujets et de manière extrêmement vivante, euh, pas seulement didactique, pédagogique et qui pourrait être peut-être un peu rébarbative. Et il y a plein de tonalités différentes, plein de types de traits différents, plein de façons d'aborder des sujets d'histoire, d'actualité. Moi, j'imagine que vous êtes au courant, puisque vous êtes toute la journée dans les livres, mais c'est vrai que finalement, la bande dessinée est un médium relativement jeune et tous les jours, on se rend compte qu'elle peut véhiculer tout un tas
de sujets, de propos et apporter des questionnements, amener à se poser tout un tas de questions sur le monde, tout en restant un divertissement aussi. Et bah, c'est vraiment une grande force. Et puis, je pense qu'on a encore de belles années devant nous à découvrir des auteurs et des sujets passionnants. Voilà pour cette présentation de quelques titres de Gallimard en dessiné. Si vous avez des questions sur un titre en particulier ou sur d'autres choses, bah, je suis à votre écoute. N'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat pour que je les retranscrive à l'oral à Nicolas Leroy ou à les poser directement à l'oral si vous le souhaitez. En tout cas, merci Nicolas pour cette belle présentation qui met bien en valeur l'ensemble du catalogue d'Animar SBD. Désolée, il y a beaucoup de bruit dans mon bureau à l'approche du salon. Mais voilà, je trouve que c'est une très belle BD. Je trouve ça intéressant aussi d'avoir des pages qui parlent de l'histoire et qui décrivent l'histoire dans le piano de la psyche. Ça permet bien de faire le lien entre les deux. Euh, Oui, c'était l'idée d'être dans le récit, d'être vraiment en prise avec les personnages et pouvoir être ému avec eux et voilà, de ne pas encombrer le récit d'informations qui seraient un peu, qui ne viendraient pas naturellement dans le récit. Et voilà, ça permet un recul, un éclairage et, euh, et pour des choses qui peuvent paraître un petit peu peut-être évidentes à des personnes d'un certain âge et qui le sont moins pour des collégiens et des lycéens. Ça, ça permettait ça aussi. Oui, surtout que ça évoque des parties de l'histoire qui sont quand même pas les plus celles qu'on retrouve forcément dans les cours d'histoire en fait, qui sont quand même beaucoup plus cachées ou moins mises en avant. On a une question de Marie-Claude Chaudière. Y a-t-il des choses sur le monde agricole? Alors, chez nous, sur le monde agricole, euh, non, non. Il y a une bande dessinée à laquelle je pense, mais voilà, c'est un pas de côté. Mais on vient de faire paraître une très belle adaptation de L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono, euh, qui est vraiment un conte, une fable, mais qui entre en résonance totale avec les préoccupations climatiques, écologiques actuelles. Et bon, je pense que vous connaissez, mais c'est cette histoire très simple d'un berger qui vit dans le sud de la France, dans les Alpes de Haute-Provence, et dans une région complètement désertique et rocailleuse, aride, et la vie a disparu de cette région, et les gens ne sont plus là non plus, les villages sont abandonnés. Et ce berger, inlassablement, va planter des glands, planter des graines, planter des arbres, et on va le suivre. Au fil des ans, au fil des pages, en fait, les arbres vont pousser, d'abord des chênes, puis des hêtres, des bouleaux, et la vie petit à petit va revenir, l'eau va revenir, les villages vont se repeupler. Donc c'est une fable, mais c'est une manière aussi optimiste de traiter les questions climatiques et de dire avoir un message positif comme quoi l'homme qui a eu une action négative sur la nature et le climat peut aussi avoir une action positive. Bon, alors c'est pas tout à fait le, le monde agricole, mais enfin malgré tout, voilà, c'est c'est ce à quoi je peux penser chez nous qui s'en rapprocherait le plus. Mais je crois que d'autres, chez les confrères, d'autres bandes dessinées existent. Une autre question, pouvez-vous redonner les titres des BD car je crois que la personne est arrivée quand vous présentiez Emma. Alors, je vais les repasser très vite comme ça. Et si jamais certains d'entre vous sont intéressés par des services de presse, vous pouvez le faire savoir à votre contact, la OSLPJ, qui nous transmettra les demandes et on vous en fera, voilà, on examinera les demandes, mais on pourra vous faire parvenir des livres très certainement. Donc, il y Je avait vous le remets piano, mon mail dans le chat s'il y a besoin. voilà. Donc, il y avait le piano de Leipzig de Tian, avec sa précédente trilogie L'année du lièvre. Kinderland
de ma ville, le pays des enfants. Heimat, loin de mon pays, de Nora Krug. Heimat, c'est un mot on n'a pas d'équivalent en français. C'est un peu pour dire euh, son pays, mais aussi ça convoque tout un tas de choses liées au sens, liées en fait au lieu où on a grandi et auquel on est relié. Et c'est vrai à la fin, on lui renvoie tout un tas de choses sur l'Allemagne, puisqu'elle vit aux États-Unis et des idées reçues, etc. Et en même temps, ça lui fait mal. Elles se sont évidemment très éloignée de ce qu'on lui renvoie, et elle a quand même cette vraie nostalgie du pays de son enfance, et c'est pour ça qu'elle va essayer de recoller aussi les morceaux. Donc il y avait Syrie de Baudouin, ah pardon, Les Rêveurs lunaires de Baudouin et Cédric Villani, Culotté de Pénélope Bagieux, Chanson rebelle de Vincent Brunner et Karim Fria, La longue route de Bernard Moitessier, Stéphane Melchior et Youn Locar, Azur Asphalt de Sylvain Bordezoul. Et c'est vrai que la bande dessinée, ben, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais euh, permet aussi, par l'image, l'alternance de texte et d'images, de véhiculer tout un tas d'émotions, de dire des choses par l'image aussi, qui peuvent être quelquefois trop, trop directes ou par les mots, en tout cas, ça permet tout un éventail de jeux, d'outils pour dire et faire ressentir les choses. Est-ce qu'il y avait éventuellement une autre question? Sinon, on arrive tranquillement à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas s'il y a une dernière question à poser à Nicolas Leroy. A priori, la présentation était déjà très très complète. Voilà, merci pour cette belle présentation, nous dit Nathalie. Eh bien, Ben, je vous remercie beaucoup, toutes et tous. Et ben, bon après-midi et bon salon si jamais vous passez au SLPJ fin novembre. voilà, pour ceux qui veulent, on a un dernier webinaire à 15 heures avec les éditions Ça et Là pour la bande dessinée Shadi qui retrace les questions de la guerre d'Iran, enfin les conflits entre l'Iran et les États-Unis. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et vous pouvez toujours vous inscrire soit en m'envoyant un mail, je peux vous envoyer le lien, ou via notre plateforme en ligne. Et sinon, un grand merci Nicolas pour cette présentation et rendez-vous au salon. Merci, à bientôt, À bientôt. au revoir.